Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce vendredi 26 avril. À la une de l'actualité aujourd'hui, les annonces d'Emmanuel Macron auront-elles suffi à désamorcer les tensions sociales en France ? L'ampleur de la mobilisation des Gilets jaunes prévue ce samedi devrait permettre d'en savoir plus. À 2 jours des législatives en Espagne, le séparatisme devrait être l'une des clés de ce scrutin, tout comme le poids des indécis et de l'extrême droite. Analyse à suivre dans un instant. Les promesses ne suffisent pas en Algérie. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté un 10e vendredi d'affilée pour réclamer une nouvelle fois de véritables changements et la chute du régime. Et puis cap au nord de l'Atlantique pour faire une halte sur les îles Féroé. L'archipel danois est fermé aux touristes jusqu'à demain pour se refaire une beauté et préserver son patrimoine naturel. En France, les annonces d'Emmanuel Macron ont-elles suffi à calmer la colère des Gilets jaunes ? Rien n'est moins sûr à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation nationale. Les explications de Romain Gauguelin. Baisse d'impôts, indexation des retraites et cap sur 2025 pour le plein emploi. Les réponses à la crise d'Emmanuel Macron sont loin d'avoir convaincu tous les Gilets jaunes. Ah, moi je suis déçue. Je veux dire, il n'a rien compris. Il nous a foutus dans la merde. Il ne le reconnaît pas. Le néant absolu. À part mettre de l'huile sur le feu, c'est tout ce qu'il est en train de faire. Donc on maintient toutes les actions, toutes les réunions et tout ce qui est prévu. Malheureusement, je crains que, comme il y a eu des appels pour le 1er mai, ça va être violent, très violent, beaucoup de monde. Côté politique, le candidat du Rassemblement national aux élections européennes, Nicolas Bay, voit dans les annonces du président des mesurettes aux contours flous. Le chef des Républicains estime que les retraités ont été oubliés et que les pistes de financement des réformes sont trop vagues. Quant au leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, il regrette qu'Emmanuel Macron ait choisi de maintenir le cap de sa politique. La mobilisation des Gilets jaunes ce samedi dira si les annonces d'Emmanuel Macron ont réussi à désamorcer la crise qui dure depuis le 17 novembre. Lors de sa conférence de presse, le président a dit qu'il estimait ne pas avoir fait fausse route et qu'il préférait tenir ses engagements plutôt que de chercher une popularité éphémère. À Londres, les militants écologistes qui s'étaient mobilisés depuis mi-avril ont décidé de lever les blocages. Plusieurs points stratégiques avaient été ciblés dans la capitale britannique. Les précisions de Stéphanie Morbois. Devant la Bourse, la Banque d'Angleterre, dans les gares. Depuis le 15 avril, ces militants écologistes du mouvement Extinction Rebellion se réunissent dans des lieux emblématiques de Londres pour réclamer un état d'urgence écologique. Plus de 10 000 policiers ont été déployés durant cette période et quelques 1000 personnes arrêtées, certains pour avoir perturbé la circulation des trains. Si les institutions financières ont dit la vérité sur la gravité de la crise, sur le climat, et qu'ils agissent, alors les choses pourront changer très très vite. Donc nous leur demandons de faire ça. Réunis jeudi à Hyde Park, le plus grand parc du centre de Londres, ils ont annoncé la fin de leur campagne de protestation, pour le moment. Ce n'est certainement pas la fin de nos actions. Et maintenant, nous avons beaucoup de travail à faire, malheureusement. Né en 2018 au Royaume-Uni, Extinction Rebellion est devenu un mouvement international. La proclamation d'un état d'urgence climatique et écologique est leur principale revendication. Ils souhaitent aussi l'élaboration d'un plan d'action pour réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2025. Cela fait maintenant plusieurs jours que des villes sont piégées par les eaux dans l'est du Canada. Les pluies torrentielles se poursuivent et à Ottawa, l'état d'urgence a été décrété. L'armée a été appelée en renfort. Un barrage déjà submergé qui menace désormais de céder. Nous sommes au Canada, dans la province du Québec. La zone n'est certes pas très peuplée, mais par précaution, les autorités ont fait évacuer les quelques centaines de personnes vivant en aval du barrage. Les inquiétudes se concentrent tout le long de la rivière Outaouais, principal affluent du fleuve Saint-Laurent. Les causes de ces inondations, d'abord les fortes pluies de ces derniers jours. Et puis il y a la fonte des neiges qui commence exceptionnellement tôt cette année.
Le Premier ministre et son épouse se sont rendus dans un centre d'accueil hébergeant des personnes déplacées. Avec le changement climatique, il y aura de plus en plus de ces phénomènes météorologiques extrêmes, et ce, plus régulièrement. Nous allons devoir nous adapter et voir comment aller de l'avant, ensemble. L'eau devrait continuer à monter car de fortes pluies sont annoncées pour ce week-end. L'état d'urgence a d'ores et déjà été décrété dans la capitale fédérale, Ottawa. Plusieurs centaines de militaires doivent y être déployés ce vendredi pour construire des digues provisoires. Dans la province du Nouveau-Brunswick, à l'est du Québec, de nombreuses routes ont été fermées en raison des inondations. Les Espagnols sont appelés aux urnes ce dimanche lors des législatives anticipées. Un scrutin convoqué par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui n'a pas pu avoir les mains libres faute de majorité absolue au Parlement. Mais si le dirigeant socialiste est donné grand favori de ces élections, rien ne dit que l'exécutif pourra sortir de cette impasse politique. Pour en parler, nous sommes avec Jean-Marc Sanchez, avocat au barreau de Paris et Madrid et spécialiste de l'Espagne. Jean-Marc Sanchez, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Cette campagne a été l'une des plus polarisées de ces dernières années dans le pays. Est-ce que vous diriez que la crise catalane a été un point de clivage essentiel pour les électeurs ? Ça l'est sans doute et ça le sera vraisemblablement encore une fois lors du scrutin de dimanche. Et à plus forte raison dans la perspective des futures élections municipales qui vont avoir lieu à Barcelone dans un mois. Donc c'est sans doute la seule chose qui aujourd'hui fera la différence entre les deux blocs qui s'affrontent. D'un côté, le bloc des gauches, emmené par le Parti socialiste espagnol de Pedro Sánchez, et de l'autre, la droite espagnole, qui arrive en ordre divisé entre les trois principaux partis. L'extrême droite a fait justement une percée remarquée lors des dernières régionales en Andalousie. Selon vous, le parti Vox pourrait-il jouer le rôle d'arbitre à l'issue de ces législatives ? Ce ne sera pas le seul arbitre, en fait. Du côté des indépendantistes, notamment basques et catalans, il y aura certainement des alliances qui vont se nouer, vraisemblablement avec le Parti socialiste, qui n'a jamais officiellement reconnu qu'il avait des intérêts communs avec les gouvernements régionaux, non pas qu'ils partagent les mêmes volontés de séparatisme ou d'indépendantisme des Basques ou des Catalans, mais ils ont besoin de cet appui, de ces quelques sièges pour pouvoir former une majorité. Une éventuelle alliance entre les socialistes et des partis séparatistes pourrait-elle nuire à Pedro Sánchez ? Ça n'est pas exclu, mais c'est prendre un risque. Les partis de gouvernement tels que le Parti socialiste ou le Parti populaire ont toujours dit qu'ils étaient constitutionnalistes et donc qu'ils respectaient la Constitution, toute la Constitution avec la Constitution, et qu'ils ne feraient jamais aucune concession, qu'ils ne feraient jamais aucun compromis, qu'ils ne feraient jamais d'alliance avec les partis locaux. Or, si c'est vrai pour la droite, c'est beaucoup moins vrai pour la gauche. Le Parti socialiste espagnol l'a montré. Le problème étant que si jamais Pedro Sánchez ouvre la boîte de Pandore, il ne pourra sans doute plus la refermer et les nationalistes basques et surtout les indépendantistes catalans le tiendront et rendront tout retour en arrière impossible. Donc si effectivement les partis de gouvernement ont besoin des partis locaux, il faut être très prudent sur les alliances qui seront nouées dans la mesure où ces alliances pourrait éventuellement ouvrir à nouveau la perspective des revendications autonomistes et notamment indépendantistes en Catalogne. C'est un danger pour Pedro Sánchez. Merci Jean-Marc Sanchez d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et Madrid et spécialiste de l'Espagne. En Algérie, les manifestants ne décolèrent pas. Malgré le départ du président Abdelaziz Bouteflika, des dizaines de milliers de personnes ont encore défilé dans les rues d'Alger pour réclamer la chute de l'ensemble du système, alors que l'étau judiciaire se resserre autour de la garde rapprochée de l'ancien chef de l'État, Olivier Pégui. Pour le 10e vendredi d'affilée, les Algériens se sont rassemblés en masse dans les grandes villes du pays, comme ici dans la capitale. À Alger, le point de ralliement, c'est toujours la Grande Poste, dans le centre-ville. Et de toutes parts, les manifestants affluent pour dire une nouvelle fois aux dirigeants de quitter le pouvoir.
Pour les contestataires, ceux qui aujourd'hui contrôlent le pays sont les purs produits du système Bouteflika, en place depuis 20 ans. La destitution d'Abdelaziz Bouteflika, la transition mise en place, la perspective d'une présidentielle en juillet, tout cela ne satisfait pas les manifestants. Ce qu'ils veulent, c'est en finir avec tout ce système, mêlant corruption et népotisme. Cette nouvelle journée de mobilisation intervient au terme d'une semaine marquée par le placement en détention de plusieurs riches hommes d'affaires. La justice semble vouloir faire la lumière sur l'origine de leur richesse et déterminer s'il y a eu corruption et trafic d'influence, comme le pensent de nombreux manifestants. Au Sri Lanka, de vastes opérations policières ont eu lieu 5 jours après les attentats qui ont endeuillé le pays. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels complices des attaques soupçonnés d'appartenir au groupe État islamique. Au Sri Lanka, des policiers armés ont assuré la sécurité devant plusieurs mosquées ce vendredi. Pour les musulmans du pays, la crainte de représailles contre leur communauté après les attentats de Pâques demeure. L'État islamique a revendiqué ces attaques et selon le président du Sri Lanka, le chef du groupe islamiste au niveau local est mort en menant une attaque suicide dans un hôtel de la capitale. À ce jour, nous avons arrêté plus de 70 personnes. Selon les informations dont nous disposons, il y a entre 130 et 140 personnes au total au Sri Lanka qui ont des liens avec l'État islamique. Des missions pour trouver et arrêter ces gens sont déjà en place. 4 jours après ces attaques, les autorités sri-lankaises ont considérablement revu à la baisse le bilan des attentats. 253 personnes ont été tuées contre 359 annoncées précédemment. Selon les autorités, des corps terriblement mutilés de victimes ont été comptés plusieurs fois par erreur. En Europe, certains ont dû prendre leur mal en patience et peut-être trouver des alternatives. La grève des pilotes de la compagnie SAS a perturbé le trafic aérien en Suède et dans plusieurs autres pays. Et le mouvement devrait se prolonger tout au long de ce week-end. Des milliers de passagers bloqués dans les aéroports scandinaves, comme ici à Stockholm en Suède. C'est la conséquence d'une grève des pilotes de la compagnie suédoise SAS. Le mouvement a débuté ce vendredi matin. Près de 700 vols sont annulés, des vols intérieurs, mais aussi des longs courriers. On nous a informé que notre vol était annulé. On a eu le message hier soir. On espère trouver une place sur un autre vol plus tard dans la journée, soit sur SAS, soit sur une autre compagnie. Les pilotes de la compagnie dénoncent une détérioration de leurs conditions de travail et exigent une revalorisation de leur salaire. N'ayant pas obtenu satisfaction, ils ont déclenché ce mouvement de grève. Nous faisons tout notre possible pour trouver une solution et cela passe par une reprise des négociations. Il faut se mettre autour de la table au plus vite pour qu'un accord soit trouvé. Du côté des pilotes, on souligne que la menace de grève avait été brandie depuis plusieurs semaines et qu'il appartenait à la direction de faire des propositions acceptables. On regrette d'en être arrivé là, commente ce responsable syndical. Mais ce sont les dirigeants de la compagnie qui doivent endosser la responsabilité de la situation, car ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. D'après les chiffres de la compagnie, 70% des vols de la SAS prévus ce vendredi ont été annulés et les perturbations devraient se faire sentir durant tout le week-end. C'est un joyau de la nature perché au nord de l'Atlantique, les îles Féroé, dernière étape avant l'Islande. Mais jusqu'à demain, pas question de fouler l'archipel danois strictement fermé aux touristes, sauf pour donner un coup de main. Romain Mazneau. Les îles Féroé, leurs cascades spectaculaires, leurs grottes marines et leurs moutons. Cet archipel est fermé aux touristes jusqu'à ce samedi pour travaux. Seule exception, quelques volontaires inscrits sur le site internet de l'Office de tourisme local. Ils pourront participer à l'entretien des îles. Cette région, qui fait partie du royaume du Danemark, est l'un des endroits les plus préservés de la planète. Nous invitons les volontaires étrangers à nous prêter main forte et à venir travailler avec nos concitoyens pour entretenir les chemins de randonnée, préserver les points de vue et notre cadre naturel. En échange, les îles Féroé fourniront de la nourriture gratuitement aux personnes qui nous aident.
À mi-chemin entre l'Islande et la Norvège, cet archipel volcanique, peuplé de 50 000 habitants seulement, accueille environ 100 000 visiteurs par an. Ces dernières années, le tourisme ne cesse de se développer. Les habitants tentent donc de concilier cette manne avec la préservation de l'environnement. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.